Vous allez probablement vous dire, mais c'est quand même massif, c'est devant. Je pense qu'une ville est faite pour être dense, je l'assume, surtout un cœur de ville, et surtout avec les années à venir et le nombre de personnes qu'on a à loger par rapport à l'ambition du territoire. Vous retrouvez l'intégration de cet immeuble dans son environnement, avec ce qui me paraissait important, c'est de redégager un espace aussi de circulation entre République 2 et cet ensemble immobilier, avec une volonté aussi de la copropriété ici, que je salue, de redéfinir l'architecture extérieure du bâtiment, parce que vous avez vu, il y a du gris, il y a du rose, il y a des enseignes qui sont parties, il y a des vitrines qui ont été ouvertes pour une agence immobilière qui a été vendue, je crois, en bas, là, par là. Non, là, voilà. Donc ça veut dire que là, il travaille, maintenant qu'on a ce produit-là, ce projet-là, il travaille pour pouvoir avoir une harmonisation de matière et d'esprit, de couleurs, pour que les deux soient ensemble. Donc on ne rase pas du tout République 2, on ne touche pas non plus la République 1, mais on essaye avec le ravalement, l'isolation, et c'est les copropriétaires qui choisiront tout ça, mais d'avoir le même esprit que l'ensemble immobilier à côté. Le choix sur cet ensemble immobilier, ça a été le côté pratique et technologique. Il y en avait un qui était vachement plus fun, avec des courbes, avec de la résille et tout, mais on avait du mal à le comprendre techniquement. On a choisi ça parce que ça se mariait avec l'outil, avec des projets déjà faits. Et je me disais en plaisantant parce que ça ressemble au Havre. Je trouve qu'il y a un côté Perret. Vous ne trouvez pas? Et surtout, j'ai fait, mais tout le monde va penser qu'on a fait le Havre à l'entrée de ville. Et c'est pas du tout, c'était pas l'esprit. Et quand on voit les matériaux, c'est très différent. On n'est pas sur le béton à vrai, on est très différent. Mais sur le coup, ça m'a rappelé un petit peu ça. Enfin, vous voyez tous les espaces que ça peut créer et le fait que, comme boîte à secrets, on se réconcilie avec le monde industriel. Vous avez juste un peu oublié de parler de la découverte du TUE qui va être donc juste à l'arrière de cette grande volumétrie qui va accueillir l'espace économique. Et donc ça a été vraiment, c'est tellement à l'origine que vous voulez en parler, puisque c'est vraiment avec la chute d'eau qui pourra faire de cette entrée de ville qui tient. Voilà, moi je travaille depuis 2010 sur ce projet, j'ai vu, on a beaucoup discuté, beaucoup changé, évolué, on vous a présenté plusieurs fois des choses, et le projet évolue sans arrêt. Mais la découverte du TUE, ça veut dire que la rivière qui passe juste ici va être découverte, un lit à cette rivière va être reformé, et il va y avoir encore énormément de plantations pour continuer cette végétalisation, cette renaturation du centre-ville avec tout ce que ça amène comme fraîcheur, comme agrément de vie pour les gens qui vont venir travailler, mais aussi pour les habitants, puisqu'on a construit effectivement une centaine de logements petit à petit. J'ai envie de résumer l'histoire de ce projet. Là où elle en est aujourd'hui, l'acte 1, c'était vraiment cet axe messager public. Pardon. C'était vraiment l'acte 1, c'était vraiment l'axe messager de République où on a construit tous ces immeubles que Madame la maire a déjà nommés. Et l'acte 2, c'est vraiment cette entrée de ville qu'il faut mettre en place aujourd'hui autour de ce paysage qui va être généré par la rivière et qui va vraiment former un cordon arboré extrêmement dense. Et effectivement, les réflexions qu'on a eues avec le concours Eurocan ont aidé tout le monde, vous les élus et nous aussi les architectes, parce que les architectes qui nous permettent aussi de prospecter. Ils avaient 25, 30 ans, donc eux, ils voyaient dans une vie différente de ce qu'on vit aujourd'hui. C'était vraiment intéressant d'avoir et de la canopée, de la vie résiliente, de la mobilité. Je pense que tout ça a beaucoup nourri le projet qu'on vous présente aujourd'hui sur cette entrée de ville, notamment justement sur toute cette présence d'arbres qui va encore être plantée, je pense qu'il va y en avoir encore plusieurs centaines, notamment sur la mobilité, parce que cette grande découverte du TUE, elle va se relier à cette promenade que vous avez déjà depuis le parc qui existe depuis les années 90, qui a été fait par Samuel Franklin, et qui aujourd'hui, cette promenade traverse toute la ville et va aller jusqu'à l'entrée de ville et ira peut-être jusqu'à la gare. On espère un jour s'il y a un taxi-rail qui s'y installe ou un autre système, je ne sais pas, pour une mobilité alternative à la voiture. Donc ça, c'est vraiment très très important et ce sera aussi très important pour le petit cœur économique qui va s'y développer. Voilà. On remet la rivière où il y avait un petit moulin et cette chute d'eau va permettre de faire éventuellement de l'électricité pour l'éclairage public de cet espace-là. C'était une idée de Samuel, je pense qu'elle est toujours retenue dans le projet, je trouve que c'est essentiel. Mais c'est quand même, on s'est construit autour de l'eau ici, à
Port-Jérôme, à Notre-Dame de Gravenchon. C'est l'eau de la rivière et c'est l'eau de la Seine. C'est ce qui fait toute notre histoire. Il y a 2000 ans, c'était les Gallo-Romains qui s'installaient là. Il y a 100 ans, un peu moins, 90 ans, c'était ExxonMobil. Et aujourd'hui, c'est encore les entreprises de recyclage les plus en pointe du monde qui s'installent ici. Parce qu'on est encore sur un endroit intelligent pour pouvoir développer ce type d'activité. Et on est toujours autour de l'eau, de la nature. Et je pense que ça peut être conciliable. Je suis certaine que c'est conciliable. Oui. La population augmente là. Oui. Est-ce que vous avez pensé à mettre des locaux pour les futurs docteurs? Alors, il y a des locaux vides, largement pour les futurs docteurs. Parce que les docteurs... maisons médicales qui sont occupées à moitié. C'est pas forcément les locaux qui font la plantation des médecins. Ouais, mais bon. Par contre, nous, on a mis autre chose en place. C'est-à-dire que tous les étudiants en internat ont un logement gratuit à la ville, à l'immeuble Schweitzer. Il y a 2 appartements. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en stage ici, ils sont logés gratuitement alors qu'ils doivent encore payer souvent un logement sur leur commune d'études. Donc, Rouen, on a beaucoup d'étudiants rouennais. Donc nous, on met 10 000 € à l'installation. On les loge gratuitement pendant l'internat. Et pour ceux qui se décident d'être en spécialité médecine générale, on finance, on donne 300 € par mois tout au long de la fin de leurs études pour leur permettre de mieux vivre. Donc on a ces dispositifs-là. Je ne sais pas si c'est ça qui va attirer les médecins. Moi, j'ai l'impression qu'ils s'implantent là où ils ont envie de vivre aussi. Donc nous, notre plus grande ambition, c'est de rendre le territoire attractif. Sur les locaux des médecins, vous avez le docteur de l'Astre, qui est quand même médecin, maître de stage, qui mouille sa chemise, qui attire des médecins. Il y en a d'autres qui repartent à 5 km. Qui ont créé vraiment un collectif où chacun échange. Pour les jeunes médecins, c'est très rassurant. On en construit un à Livogne. Donc ce sera le long de la voie de chemin de fer. On construit une grosse maison médicale à Livogne parce que c'est une demande. On a un PSLA, si je peux remonter un peu dans le contexte. Un PSLA, c'est un pôle de santé libérale ambulatoire. C'est-à-dire qu'il y a 120 médecins, kinés, ostéos, infirmières, qui se sont mis ensemble pour dire, nous, on veut une offre de soins maillés sur le territoire. On est le plus gros PSLA de France. Donc ils réfléchissent ensemble sur le parcours de soins. Je sais par exemple qu'ils ont mis des cours en place pour que les femmes s'automassent après un cancer du sein, tous les drainages lymphatiques, parce qu'on ne peut pas forcément aller voir le médecin à chaque fois. Ils donnent des cours gratuitement à la Madrague. Ce sont des médecins qui viennent sur leur temps, hors consultation, pour accompagner les suites de soins de plein de personnes. Il y a plein de dispositifs qui sont un peu méconnus là-dessus, et je trouve que nos médecins du territoire mouillent vraiment leur chemise pour attirer les jeunes. Moi, quand ils viennent, les internes, on leur fait le show sur tout le territoire, en leur disant, mais là, vous avez un cinéma, Dolby, 3 salles, vous avez telle saison culturelle, d'ailleurs, on vous donne des places. Vous avez Julio Bonnard, c'est le seul théâtre romain au nord de la Seine. Vous avez tel logement, vous aurez un train. Et on fait une journée avec eux, on leur fait faire un peu d'escape game, on leur donne des cadeaux. On a des retours, il y en a qui disent, bah du coup, je viens faire mes remplacements ici après. Donc on retrouve ces médecins-là en remplacement. Mais il y a très peu de médecins qui veulent s'installer aussitôt après les études, et on a un déficit avec le numerus clausus. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un matin où je me lève. J'ai plus de médecin non plus, d'ailleurs. Le problème, il est là. Donc, je suis confrontée aussi à ça, mais j'ai la chance d'avoir une santé plutôt bonne pour le moment. Mais je me dis ça, on est en train de travailler avec l'hôpital de Livogne, le docteur P et le docteur Zanero proposent de dire, mais peut-être qu'on peut appeler des collègues à la retraite qui peuvent faire des vacations, trouvez-nous des locaux. On a trouvé les locaux, on est en train de voir si l'ARS valide. C'est très long. Nous, les locaux, on trouve. Les subventions, on fait. Maintenant, je ne peux forcer aucun médecin à s'installer. Ça reste une profession profondément libérale. Et j'ai l'impression que ça ne va pas changer quand on écoute la ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le qui revendique ça comme la culture française de médecine. Mais c'est vrai, vous prenez le train, si vous prenez le train demain à Port-Jérôme, en 2 heures vous êtes à Saint-Lazare, et là vous avez sur les spécialistes en tout cas, vous allez rapidement. Alors on a installé une sage-femme à Volbec, un gynéco à Volbec, on a installé une orthophoniste à Saint-Arnoux, on a des kinés, on a quoi d'autre? On a 2 médecins à Ménamar, Dr Fergiani, et puis alors je sais que c'est Waïd, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais c'est Waïd, qui lui exerce à Rouen et qui s'est dit, mais moi c'est super ici, la dynamique du PSLA, la dynamique du territoire, il s'installe là. Je ne suis pas sûre que ce soit un problème de locaux, c'est ça que je voulais dire. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de docteur. Ah oui, parce que moi j'en ai trouvé un au trait.
et ma femme ne conduit pas. Vous voyez un peu genre, quand je suis parti, moi, eh ben voilà, on va où? Parce que la population vieillit, hein, à Grand-Manchon. Hein. Derrière Jean-Marc, madame avait une question à Oui. Oui, pour la crèche qui va s'installer, ce sera uniquement pour les personnes qui travaillent. Ce sera réservé que aux enfants. Aujourd'hui, on n'a pas. La crèche aujourd'hui, je ne crois pas qu'elle soit réservée pour les gens qui travaillent là. Je regarde. La future, la future, elle sera financée entre autres par les entreprises. En fait, donc ça libérera des places. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a que 15 places en crèche actuellement. Oui. Et pour trouver du travail, c'était compliqué. Enfin, de mon cas, c'était compliqué parce qu'il n'y a pas de place en crèche. Donc là, je vais voir que forcément, il va y avoir des nouveaux habitants, des nouvelles familles. Notre intention, et c'est un dossier qu'on travaille, normalement, ces crèches-là se montent avec des lits achetés par les entreprises. Et nous, on en réservera un certain nombre, la ville. Pas forcément sur le même modèle que la crèche et la halte garderie que nous avons dans la résidence du Val, mais plutôt sur le modèle de donner un coup de main, accueillir un médecin. On s'est dit, si on garde son enfant sans qu'il ait besoin d'une liste d'attente 4 mois, ça pourrait être un point positif. Voilà. Sur des choses un petit peu exceptionnelles comme ça, qui ne sont pas liées aux entreprises qui ont réservé les lits. Donc moi, je prends note de tout ce qui est, j'ai besoin d'une place, peut-être pas tout le temps, mais une place, il faudrait qu'on puisse se définir rapidement pour pouvoir retrouver du travail et participer ou à des formations ou à un coup de temps. C'est dans notre idée que nous, la ville, achète aussi 4, 5 lits qui serviraient à ça, qui viendraient ajuster et qui viendraient surtout dépanner les gens sur des cas qui ne sont pas complètement ordinaires, comme je suis sur la liste d'attente, je travaille, je sais que mon enfant sera gardé à partir de septembre 2024, etc. C'est le modèle qui fonctionne aujourd'hui sur les crèches publiques. C'est pour ça qu'avec les crèches privées, on a un peu plus de souplesse. Le taxi rail, c'est pendant combien d'années? Alors, attends, Jean-Marc, après Monsieur Bouffe. Jean-Marc. Justement, c'était une de mes questions. J'ai 2 questions, en fait. La première, je vais revenir sur le train, alors, du coup, après. La première, c'est effectivement le train qui est quand même l'attractivité aussi, qui est le point d'attraction du territoire important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'état d'avancement du projet, comment vous voyez, dans le temps, etc. Alors, le train. Le train, c'était quand même une utopie. C'est-à-dire que moi, je me souviens qu'en 2014, quand j'ai été élue, pendant la réunion publique, quand nous avons été élus, en réunion publique, on disait ce qu'il faudrait, c'est un train. Et dans ma tête, moi, je disais mais c'est impossible, il n'y en a jamais eu à Grand-Manchon. Non. De Gaulle, une fois. En quelle année 1900. Voilà. Et c'est le seul qui est venu. Voilà. C'est-à-dire que la ligne s'arrêtait à Lisbonne. Après, c'était du fret jusqu'ici. Voilà. Il y avait jusqu'en 69-70, c'est pour ça que De Gaulle a pu aller jusqu'à Lisbonne et est venu avec un autorail jusqu'à Grand-Manchon, accueilli par Claude Leroy, alors que le maire attendait à l'autre bout de la ville. Sous une pluie battante. C'est ça, Claude, hein. Ah, c'est l'histoire, ça. C'était une utopie. Et puis, quand on a commencé à voir les prospects qui arrivaient et qu'on a questionné les entreprises et surtout les jeunes, tous les jeunes qui ont été recrutés sur le territoire, on leur a demandé mais vous voulez quoi pour rester sur le territoire? Ils nous disaient nous on veut aller au boulot en mobilité douce. Parce qu'on a été habitués comme ça pendant nos études. On veut une résidence sécurisée et on veut un bar. Pour la résidence sécurisée, vous pouvez laisser votre porte ouverte à Port-Jérôme, ça va à peu près bien. Et puis il y en a certaines qui ont des barrières. Pour le bar, on a le triple B. Il nous restait la question de la mobilité. Et puis, mon vice-président, Kamel Belgachef, qui est le premier adjoint de la ville de Lisbonne, est arrivé avec un projet, il y a Taxi Rail, on va mettre un module autonome hydrogène sans conducteur sur les rails de fret. Et là, je lui dis, mais oui, c'est pas un train, c'est plus léger. On est à moins de 10 tonnes à l'essieu, alors que sur un train, on est à plus de 40 tonnes à l'essieu, donc on n'est plus sur les mêmes notions de sécurité de passagers libres, pourquoi pas. On a commencé à travailler avec eux, avec une région de Normandie, qui dit, oh non, nous, on aime les trains, les TER, on doit mettre tout notre pognon dans la Paris, le Havre, les nouveaux Oléo, etc. Donc c'était niette. Nous, on a continué à bosser en disant, peut-être qu'on va y arriver. On a travaillé avec Rail Normandie Service, on a travaillé avec la SNCF Réseau pour voir quels étaient les points de difficulté. On a commencé à modéliser. On sait qu'on va mettre 18 minutes entre Port-Jérôme-sur-Seine et il y a 6 arrêts pour arriver jusqu'à Blanc-et-Bezuy. On travaillait les jonctions. On a fait des modélisations de jonctions. On a fait le chiffrage.
On a continué à travailler avec Taxi Rail qui faisait un train hydrogène. Et puis après, il y a SNCF qui est arrivé en disant « Oh là là, vous mettez des trains sur des rails qui sont déjà existantes, ça nous intéresse. » Ça nous intéresse, mais avec un train électrique et avec un conducteur. On s'est dit « Bah non, nous, on est module autonome hydrogène. » Donc on a laissé de côté. Puis on sentait un manque de maturité dans le projet, puisqu'il nous disait « On va biberonner à chaque arrêt, on va faire un remplissage de batterie. » On s'est dit qu'il fallait qu'il s'arrête pile poil devant le crochet. Enfin, technologiquement, ça n'a pas convaincu les services. Moi, je vois Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, tous les 3 mois, parce que je représente les maires de France et les intercos de France sur le comité des parties prenantes, qui discutent tarifs, qui discutent infrastructures, etc. Donc j'ai eu l'occasion de lui dire en direct, et vous savez, nous, on a une règle de fret, on a 1000 emplois qui arrivent, on voudrait juste remettre un train léger, et je le finance. Le territoire le finance. Vous avez rien à mettre à part faire les infrastructures et de régler les problèmes de réglementation. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que les SNCF a dit banco, ils commencent à développer un module dans le Grand Est, donc Drésil, ça s'appelle, donc il y a le projet Taxi Rail, hydrogène, il y a le projet Drésil, les deux existent. J'ai envie de dire que la SNCF a un peu plus de puissance pour accélérer, elle était en retard. Elle a largement rattrapé le projet de Taxi Rail. Nous, on lance une mise en concurrence en avril 2024 et ces opérateurs-là vont répondre, les deux. On a le financement, puisqu'on a levé le versement mobilité auprès des entreprises, en discutant avec les entreprises, parce que c'est avant tout un moyen de transport pour venir travailler. Donc c'est à 0,20. Donc c'était plutôt entendu. On a travaillé avec Club RH. Et la dernière étape, c'est de travailler avec la région qui a dit OK, bingo, on vous délègue entièrement la compétence et on finance l'embranchement avec Voreté Besuil. C'est quand même. Donc c'est pour vous dire la gestation. Alors moi je ne vous dis pas qu'il y a un train en 2028, c'est l'objectif, 27-28, mais on n'a jamais été aussi près et on n'a plus en face des gens qui nous disent mais non, c'est impossible. Il y a eu, je pense que le confinement a aidé, la façon, le télétravail, le prix de l'essence. Il faut être clair, ça a aidé. Les implantations industrielles, ça a aidé. Quand la région nous dit, mais moi je vous aide à implanter Xman et Foutero parce que je les finance, et à côté, ils ne nous aident pas sur la mobilité, ça nous paraissait incongru. Donc c'est du travail, c'est beaucoup de discussions. Aujourd'hui, on va lancer la mise en concurrence et j'ai revu Jean-Pierre Farandou qui est très accessible il y a 15 jours à Paris. Je lui ai remis, il me dit, j'attends votre projet, on va répondre. Voilà où on en est. Aujourd'hui, on a un chiffrage d'1 million d'euros par an, investissement et fonctionnement. Donc amortissement de tous les travaux, parce qu'on a beaucoup de travaux sur les passages à niveau, parce qu'il n'y a pas la même réglementation pour le fret et pour le voyage à vue. Alors que sur la ligne de Voreté-Besuil, ils se côtoient. Mais là, ici, cette ligne-là, n'ayant jamais été voyageur, jusqu'à Lisbonne, c'est compliqué. Il y a encore des ouvrages d'art qui sont compliqués après. Donc c'est la vraie difficulté. Si ce train ne se fait pas, ce seront des problèmes de réglementation et de sécurité. Aujourd'hui, il y a les sous, il y a la volonté, il y a la technologie. Le dernier point bloquant, c'est la réglementation et la sécurité, et on ne valide pas avec la sécurité. Donc il y a 18 ouvrages à passer jusqu'à Voreté-Besuil. Entre des tunnels, des ponts, des passages à niveau, il y en a 18. C'est 18 points d'insécurité à régler ou de réglementation à affiner. Vous savez tout. Mais il n'y a pas un matin où je crois que je ne dis pas le mot train. Quand il y aura un... Avant, je disais si, il y avait un train, maintenant je dis quand. Ça va peut-être... Tant pis, hein. S'il n'y a pas, je serai la première déçue, ça c'est sûr. Mais je pense que ça va être peut-être plus long. Mais c'est évident qu'on réinvestira les petites lignes et qu'on réinvestira les lignes de fret parce qu'elles existent déjà. Aujourd'hui, j'ai 5 trains de fret par semaine, donc ça ne fait même pas un train par jour. Même si on double le fret ferroviaire, parce que c'est intelligent par rapport aux nouvelles implantations d'avoir énormément de flux matière entrante et sortante par les trains ou par le fleuve pour avoir le moins de camions possible sur les routes. Malgré ça, même si on avait 2-3 trains de fret, on a regardé, ça peut être fait la nuit, ce sont que des entreprises en car. Il y a plein de possibilités pour faire circuler un train dans la journée qui s'arrête à la maison médicale de Lisbonne, qui s'arrête à Gaucher-de-Balas au niveau des centres commerciaux, qui s'arrête ensuite à Bolbec au Val-Ricard pour accéder aussi au centre-ville et qui s'arrête ensuite à Voreté-Besuil. Alors après, il faut descendre le train, il faut changer de quai et reprendre la ligne de Havre-Paris. Donc il y a quand même un peu de rupture de charge. On aura du mal à faire moins d'une demi-heure, parce que sur une grande partie de la ligne, il y a une monovoie. Donc on sera obligé de faire un train qui va au bout et qui revient. Avec un passage au milieu, on peut se croiser, donc plus serré, on pourrait faire 20-25 minutes entre deux trains. Plus probablement une bonne demi-heure, et peut-être qu'une heure dans les moments creux de la journée. Voilà. Alors en attendant, vous avez le transport à la demande.
qui est en train de se développer, qu'on est en train de tester le transport à la demande, c'est que vous appelez Gossenaglo, vous dites je suis chez moi, je veux aller à la maison médicale, je veux aller à la mairie, je veux aller à l'hôpital, au CHI j'ai un rendez-vous, vous les appelez jusqu'à 1 heure avant pour pouvoir réserver. Alors ils font un circuit si vous êtes plusieurs personnes à prendre, parce que c'est un minibus. Écoute, les 2 premières semaines, on a fait 1000 transports sur Gossenaglo. Donc on pense qu'il y a quelque chose à faire. Il nous manque, on a des trous dans la raquette. On a mal pensé la presqu'île de Bretonne, c'est clair, alors qu'il y a des services à la Mailleraie. On a peut-être mal pensé aussi les cabinets médicaux classiques. Est-ce que quelqu'un de Gravenchon peut aller chez son médecin à la Frenay? Au Trait, non. Je ne suis pas compétente pour aller jusqu'au Trait, il faut aller à Côte-Bête et prendre le bus de la métropole rouennaise. Par contre, peut-être que sur le médical, en attendant d'avoir suffisamment de médecins par ville, c'est de voir si le PAD peut remplir. Mais aujourd'hui, on a une concession avec Transdev avec lequel on a réglé des parcours. On va laisser 6 mois et dans 6 mois, on se posera la question, parce que ce parcours-là, il ne marche pas. Par contre, ce serait peut-être bien d'aller à la Frenay. Voilà, on essaye d'améliorer à chaque fois en continu. Un collectif en forme de maison. En fait, c'est plein de petites maisons. Vous êtes vraiment pas mal cachés les uns des autres, avec une architecture différente, comme si c'était un ensemble de maisons individuelles, les unes sur les autres, avec beaucoup de... Oui, il y en a que 2. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez tous les espaces paysagers qui donnent sur toute la falaise arborée, tout le monde appelle ça la falaise pour les anciens grands et de refaire du lien vers le centre-ville par un chemin piétonnier. Alors ça, c'est entre la poste actuelle et le terrain de tennis. Je souhaite que la poste se délocalise sous les immeubles de Juliette, les nouveaux, pour revenir en centre-ville, parce qu'ils occupent 65 m² sur un espace de plus de 300. Et ils veulent quelque chose de plus vitrine, plus banque. Aujourd'hui, c'est en pourparlers parce que c'est... Voilà, donc pareil. Mais à un moment donné, moi je prends les sujets les uns après les autres, on construit, on sait où on va, on a la prospective et on traite les dossiers les uns après les autres. Cet ensemble immobilier, il va être mis en commercialisation. Je ne sais pas s'il y aura un bureau en centre-ville, c'est pas du loyer réglementé. Parce que j'ai beaucoup de demandes au niveau de la mairie, je n'ai pas accès aux logements sociaux, je suis juste au-dessus des plafonds. C'est pour ça qu'on recrée une offre de logement en centre-ville, mais qui soit destinée à tout le monde. C'était pour nous important. Et du centre-ville, vous faites tout à pied, vous descendez à la gare à pied, vous faites les commerces à pied, vous n'êtes pas loin du centre médical de Dr Delastre à pied, vous pouvez en bus à celui, l'ex-Dr Mangy et Rondel, pour lequel c'est toujours un centre médical. Voilà, donc, comme ça vous avez la primeur en même temps. On est dans le même esprit. Ce qu'on veut, c'est une ville qui soit lisible, qui soit intelligente, qui soit respectueuse de l'environnement. On remet de la végétalisation, pour nous c'est essentiel. On met des logements qui correspondent aux demandes qui arrivent en mairie.